أختي فردوس مرحبا بك، ألف مرحبا، بارك الله فيك إن شاء الله على تدخلك. مرحبا. بارك الله فيكم، جزاكم الله أفضل الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك à chacun. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله صيامه وقيامه إن شاء الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Je tenais tout particulièrement à remercier tous les participants et tous les engagés, Masha'Allah, de l'association Taouba, de la mosquée de Bussy-Saint-Georges, pour tous ces efforts qu'ils mettent en place pour pouvoir continuer à nous nourrir spirituellement, à garder du lien, comme si on était un petit peu à la mosquée. Donc, je sais qu'à distance, j'imagine le travail conséquent que ça doit demander, que ça demande au quotidien en termes de présence, de logistique. Rabbi jazikum afdal al-jaza pour chacun de vos efforts, pour les relances, les emails et tout ce que vous mettez en place pour pouvoir nous offrir ces ambiances de Ramadan. Jazakum Allah afdal al-jaza. Shukran. En quelques mots, on va rapidement parcourir un petit peu la construction du couple, comment un couple naît, comment il évolue et comment on arrive en fait à nourrir au fur et à mesure une solide relation pour pouvoir avancer et se projeter dans une ambiance familiale saine et sereine le plus longtemps possible. Ça veut dire quoi sain, ça veut dire quoi serein, on va le définir ensemble au fur et à mesure. Au départ, un couple, on passe toujours par une étape euphorique. Donc, qu'on soit en couple ou qu'on soit... alors, en couple, un couple en relation, en définition thérapeutique, c'est une relation entre deux personnes. Donc, quelles que soient ces deux personnes, ça peut être un homme, une femme, ça peut être effectivement des conjoints, un frère et une sœur, des parents, des collègues, des voisins. Un couple, c'est une interaction entre deux personnes, entre A et B. À partir du moment où on a une interaction entre A et B, je vais vous le, j'ai ma petite ardoise là. À partir du moment où on a une interaction entre A et B forment un couple ici. L'idée, c'est d'apprendre ensemble à comprendre comment se joue cette interaction et comment, qu'est-ce qu'on introduit, comment on nourrit et qu'est-ce qui se passe dans cette sphère ici. Au fur et à mesure du temps, ce couple, il va introduire de l'énergie de part et d'autre. Que je sois par exemple un patron avec mon employé, que je sois une mère avec mon enfant, que je sois un père avec mon enfant, un voisin avec des voisins entre nous, des frères et sœurs, des amis. À partir du moment où j'échange avec quelqu'un, ça veut dire que je nourris une relation, que je m'investis dans une relation. Il est impossible de pouvoir parler de relation s'il n'y a pas d'investissement de part et d'autre. Qu'est-ce que j'entends par investissement ? J'aime prendre l'image du stylo pour la relation. Donc là, par exemple, j'ai un stylo. Et de part et d'autre, j'ai les partenaires, donc des frères et sœurs, un parent avec son enfant, un mari avec son épouse, une épouse avec son mari, des collègues, un patron avec son employé. Donc, d'un côté, j'ai une personne et de l'autre côté, j'ai l'autre personne. Donc, ils forment ce couple. Donc, cette interaction entre deux personnes. C'est parce que de chaque côté, j'ai une pression, c'est parce que de chaque côté, j'ai une interaction, que chacun y met du sien, que cette relation tient. Si par exemple, j'ai une maman qui investit beaucoup dans la relation avec son enfant, corps et âme, du matin au soir, elle y pense, elle parle, elle offre des cadeaux, elle offre des attentions, elle est très présente avec son enfant et que de l'autre côté, cet enfant n'est pas ou peu réceptif, eh bien cette relation, tôt ou tard, en fait, elle n'existe plus. Elle lâche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des deux protagonistes qui n'est pas réceptif à l'investissement. À partir du moment où il y en a un qui lâche, la relation lâche. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'une relation, elle ne peut tenir et elle ne tient que s'il y a un investissement de part et d'autre.
Et c'est parce que chacun s'investit ou chacun accuse réception. C'est comme si on envoyait un courrier par la poste. Vous envoyez un courrier avec accusé réception. Vous êtes sûr et certain que ce courrier est arrivé parce que vous avez reçu cet accusé réception. Dans une relation de couple, quelle qu'elle soit, un parent avec son enfant, des enfants avec les parents, mari et femme, époux et épouse, on a besoin de ces accusés réception sans lesquels on ne sait pas jauger ni prendre la température de la qualité de la relation. Puisqu'on peut douter même de la relation parce qu'il n'y a pas d'accusé. On ne sait pas si la personne l'a reçu. Et c'est parce qu'on sait qu'elle a reçu qu'on va pouvoir, Inch'Allah, jauger et apprécier cette relation. Alors, du coup, j'ai laissé mon stylo, je le récupère. Au départ, on a tous un stade qu'on va appeler l'euphorie un petit peu. Alors, l'euphorie ou le stade éléphant rose. Au début, ce stade-là, cette période-là, devrait durer entre 0 et 6 mois, en principe. Donc, au départ, je pense que c'est à l'envers, hein. Mais au départ, entre 0 et 6 mois, l'essentiel, c'est les vagues que je vais vous faire tout à l'heure. Entre 0 et 6 mois, c'est la première étape de cette relation. Dans ce premier laps-là, au départ, c'est l'euphorie. On aime tout ce qui se passe. On reçoit et on adore tout ce qui vient. Je prends l'exemple pratico-pratique d'une relation professionnelle. Vous avez eu un CDD ou un CDI avec une entreprise et ça fait longtemps que vous vouliez travailler dans cet endroit-là et c'est une opportunité incroyable et ce lieu de travail se situe à 2h30. Cette entreprise, en fait, se situe à 2h30 de votre lieu du domicile. Vous allez tout accepter. Et le salaire, bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça vaut le coup parce que l'expérience dans le CV, ça va être très très bien. La distance, l'essentiel c'est que je vais moi en bénéficier. Tout au départ. La distance, c'est pas grave. Le salaire, on y va, on s'investit quand même. Et on commence à s'investir dans ce travail. Donc on y va le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, le premier mois. Et là arrivent les grèves de transport. Et là, c'est 2h30 au départ qui était déjà limite. Elle commence à se faire très très lourde parce qu'au-delà des 2h30, on arrive à parfois 3h, parfois 3h30 de trajet. Ce qui équivaut entre le matin et le soir, entre l'aller et le retour, à peu près 6 heures de trajet. Donc il y a des conditions au départ. Et puis il s'avère en plus que vous deviez descendre à une station avant et prendre un Uber. Donc, rajouter et investir de l'argent en plus, sachant que le salaire, au départ, vous ne l'avez pas très bien négocié. C'était plutôt moyen, mais alhamdoulilah, c'était très bien. Le qana'a, la satisfaction, on accepte plutôt au départ. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'il y a quelques complications qui viennent et qui pèsent l'une sur l'autre. Donc, il y avait le trajet, puis il y a le salaire. À la limite, s'il y avait un bon salaire. Que je prenne un Uber, j'amortis un peu les frais. Mais le salaire, il était moyennement négocié. Donc, je commence tout doucement à déchanter de ce travail qui, il y a 2 mois, c'était l'idéal et une opportunité à ne surtout pas rater. J'ai 2 solutions dans ces cas-là. 2 réactions possibles. Et dans les associations, on le trouvera. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, on va avoir du renouveau dans les bureaux, parmi les membres du bureau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de renégociation ou peut-être pas eu de renégociation possible. Donc là, soit je démissionne, soit je vais voir le RH et je renégocie les contrats du travail. Donc je vais voir le RH, je lui demande peut-être de travailler 2 jours en home office, à distance, je renégocie peut-être un petit peu mon salaire. Donc si je travaille 2 jours de la maison, je pourrais au moins économiser mon énergie par rapport au trajet. Ensuite, si je renégocie un chouïa le salaire ou j'obtiens une prime, je vais pouvoir compenser un peu les frais qui pourraient être occasionnés en cas de grève, en cas de garde d'enfants ou autre. Donc, je suis restée dans cette entreprise parce que, avec le responsable de ressources humaines, j'ai pu renégocier le contrat. Ça veut dire qu'un contrat qui était au début,
il va partir avec une expérience zéro. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette expérience-là, il faut renégocier le contrat, étape par étape. Sans quoi, on peut démissionner. C'est pourquoi il y en a qui vont démissionner rapidement d'une entreprise à une autre. C'est pour ça qu'on va s'investir dans une association. Et puis, au fur et à mesure, quand on ne va pas avoir de retour ou de renégociation de contrat possible, eh bien, on va se séparer. Mais en même temps, bon, c'est pour vous expliquer simplement que c'est une métaphore qu'on va pouvoir appliquer à toute relation, à toute situation de départ. Et cette situation de départ, pour qu'elle soit saine et sereine, il faut qu'elle dure entre 0 et 6 mois. Au-delà des 6 mois, il est inévitable que l'un des deux protagonistes s'oublie aux dépens de l'autre. Ça veut dire que le salarié va se saigner aux dépens de son patron. Ça veut dire que l'enfant ou la mère ou le père va se saigner aux dépens de la relation pour le bien-être de son fils ou de sa fille. Et tôt ou tard, il risque d'y avoir des cassures. Pour éviter ce genre de cassure, il faut s'installer et aller frapper à la porte du RH. Quand on frappe à la porte du RH, en l'occurrence dans une famille, c'est organiser des réunions de famille. Et régulièrement, prendre l'attention sur ce qui va, sur ce qui peut mieux aller, sur ce qui va moins et sur ce qu'on peut améliorer. Je sais que quand mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, on organisait très souvent des réunions. Et subhanallah, les premières fois, je suis tombée de haut parce que je pensais que tout était parfait, que tout était beau. Et on entend des critiques ici et là venir, par exemple, oui, mais Oumi, tu nous demandes trop ça, ou tu fais pas assez ça, ou j'entendais des choses en fait que peut-être moi j'avais laissé passer. Et c'est très intéressant de prendre régulièrement la température pour éviter des explosions, pour éviter des Fukushima ou des Hiroshima à long terme. La prise de température régulière permet en fait de vidanger, de faire une vidange régulière, de prendre l'attention, d'écouter avec attention les besoins de chacun. Après ces 6 mois, s'il y a une renégociation de contrat, alhamdoulilah, ça veut dire que je suis peut-être tombée dans une petite vague comme ça, et à ce moment-là, ici, en bas, j'ai renégocié le contrat ici. Donc, ça veut dire que la relation peut reprendre. Si je ne renégocie pas le contrat, là, il y a rupture de contrat et on s'arrête là. C'est fini. Mais c'est parce que j'ai renégocié le contrat que je peux remonter. Donc là, je remonte et je continue ma petite vie, mon petit bout de chemin. Et il va s'avérer qu'en fait, au bout d'un an, au bout de 6 mois encore, eh bien, il va y avoir d'autres difficultés. Peut-être un déménagement, peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être le décès d'un proche, qui va venir interférer dans mon mode de fonctionnement, dans ma manière de penser, peut-être des difficultés au travail, des difficultés financières. Dans la vie, on va avoir à chaque fois ces espèces de vagues sinusoïdales qui font que, à chaque bas de vague, il faut s'installer et renégocier des contrats. Très souvent, les gens pensent que là, c'est la fin. Et oui, j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'un mode de fonctionnement et c'est le renouveau d'un nouveau mode de fonctionnement. Donc, on finit quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter, mais d'installer de nouvelles mesures, de nouveaux contrats. En fait, c'est comme ça que sont nés aussi les avenants en contrat. On a un contrat de base et au fur et à mesure, il y a des avenants en contrat. On a des petites étoiles en bas qui disent c'est dans tel cas, pour telle personne, dans telle situation. Et dans une vie de famille, c'est important de pouvoir installer ces renégociations de contrats et de les prendre en considération, de s'installer, de discuter pour réinjecter du nouveau au fur et à mesure. Donc, on a cette construction de la relation, quelle qu'elle soit, hein, mari et femme, mère et fils, père et fils, mère et fille, mère et fils. On va avoir ce système sinusoïdal de haut et de bas qu'on peut reproduire et calquer, quelle que soit la situation de contrat nouveau dans notre vie.
l'arrivée d'un enfant, un projet professionnel, un déménagement. À chaque fois, on va s'installer. Au début, c'est l'euphorie et on va renégocier au fur et à mesure à chaque fois. Ce sont des étapes nécessaires, sans quoi à chaque fois ça scinde. Sans quoi à chaque fois en bas, on va faire une rupture de contrat ou une rupture de relation. Pour éviter ça, on va simplement renégocier des contrats et réinjecter du nouveau lorsque, évidemment, de part et d'autre, il y a cet intérêt et cet investissement des deux protagonistes. Donc, en l'occurrence, par exemple, du RH avec l'employé, du patron avec l'employé, des associés entre eux, des frères et sœurs entre eux. Vous pouvez avoir, avec toute la meilleure motivation du monde, avoir envie et être motivé de nouer, de créer du lien entre des gens. Si les deux ne le souhaitent pas corps et âme, vous pouvez y mettre toute la meilleure volonté du monde, c'est peine perdue. En revanche, lorsqu'il y a un investissement de part et d'autre, cette relation est plus ou moins nourrie de manière équilibrée. Donc, tant qu'elle est nourrie, une fois, c'est un côté qui va investir beaucoup et l'autre, peut-être qu'il investira moins, mais en tout cas, il sera réceptif de l'investissement. À partir du moment où, par exemple, l'épouse va être réceptive de l'investissement de l'époux, il va y avoir une reconnaissance. Donc, s'il y a reconnaissance, il y a relation, puisqu'il y a accusé-réception. C'est pareil pour l'époux qui va accuser réception de l'investissement de l'épouse. C'est pareil aussi pour un père qui reconnaît de manière régulière l'investissement de son fils ou de sa fille ou un effort. Ou un enfant qui va reconnaître aussi l'effort de son père ou l'effort de sa mère. Les relations saines ne sont possibles sur la durée que s'il y a effectivement ces accusés-réceptions. Sinon, forcément, ça veut dire qu'il y a un des protagonistes qui vit aux dépens de l'autre. Quand je dis aux dépens, c'est-à-dire qu'il va taire ses besoins aux dépens de ceux des autres. On le voit très souvent dans les générations précédentes, avec nos parents, nos grands-parents, qui très souvent taisaient des besoins à des moments donnés au profit de l'autre protagoniste, au profit justement de l'autre pour que la relation tienne. Eh bien, il y en a un qui se taisait très souvent. Alors, on peut se taire un peu, on peut se taire parfois, et chacun doit s'investir de part et d'autre. On est en ce moment dans une situation qui vient superposer deux ambiances qui sont propices à la remise en question et à la réforme. Un, on est en confinement. Deux, on est pendant le mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan, c'est une invitation à s'écouter, à se remettre en question. Si chacun se pose et s'interroge au fond de lui-même sur les excès qu'il pourrait avoir, les manquements qu'il pourrait avoir, et qu'on se posait ou on s'invitait à semer chaque jour pendant ce Ramadan des efforts qu'on n'avait peut-être pas pensés ou des efforts qu'on faisait peut-être pas parce que on était happé par le travail, par la vie de l'extérieur, là il y a le confinement et le Ramadan qui viennent souder. Ce sont deux occasions qui se superposent là pour créer du lien. Ce sont deux invitations au lien. Si dans ce mois-là, chacun sème une graine, si dans ce mois-là, chacun investit avec son fils, avec sa fille, un temps particulier, une reconnaissance particulière, un compliment, une aide dans la manière de nourrir en fait l'estime de l'enfant et l'estime de l'adulte aussi. Très souvent, on vient me demander comment on peut nourrir la confiance en soi. Mon fils n'a pas confiance en lui, ma femme n'a pas confiance en elle. Mais c'est quoi la confiance? Il y a plusieurs niveaux dans ces étapes de confiance. Le premier, le noyau, se trouve dans l'estime de soi-même. L'estime de soi, c'est comme si on avait une cible. Hein. Alors, je vais vous dessiner. Vous savez, les cibles avec les fléchettes, avec plusieurs cercles. On va avoir 3 cercles. On va avoir 3 cercles. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on va avoir 3 cercles comme ça, dans ce sens-là. Au centre, on a ce qu'on appelle l'estime de soi. Ici, l'estime de soi.
L'estime de soi, on la nourrit comment et elle naît comment? Elle naît dans le regard de nos parents. Comment moi je me suis vue dans les yeux de mon père? Comment moi je me suis vue dans les yeux de ma mère? Comment j'ai été complimentée? euh, Comment j'ai été remerciée ou comment j'ai été critiquée? Donc ici, au niveau de l'estime de soi, on va faire on va prendre un thermomètre et évaluer un petit peu comment je me suis sentie dans les yeux de mes parents, ici, enfant. Sur une échelle de 0 à 10, 0 c'était la catastrophe, 10 au contraire, ça se passait plutôt bien, j'étais admirée par mon père, admirée par ma mère, félicitée, reconnue. Reconnue, c'est on reconnaissait mes efforts, on reconnaissait ma présence, l'utilité de ma présence aussi. Donc 0 c'était catastrophique, 10 c'était magnifique. Et là on a une moyenne de l'estime de soi. Mais attention, là on a parlé de l'estime de soi dans notre relation, dans le regard de nos parents, comment on s'est vu nous dans le regard de nos parents. Mais dans cette estime de soi, on a aussi une autre version qui s'appelle comment moi je voyais mes parents. Comment je voyais ma mère? Est-ce que j'étais admirative de ma mère ou admiratif de ma mère? Comment moi je voyais mon père? Est-ce que j'étais admiratif de mon père? Est-ce que c'était quelqu'un de responsable, d'investi? Est-ce qu'il était très présent? Comment il gérait l'ambiance de la famille? Comment ma mère gérait à l'intérieur, à l'extérieur? Comment elle a géré la maison? Comment elle a géré l'ambiance de la famille? Comment elle a géré notre éducation? Est-ce que mes parents étaient plutôt sociables ou plutôt introvertis? Ils étaient plutôt extravertis ou plutôt investis? Comment, moi, enfant, j'ai vu mes parents briller dans mes yeux? Et là, on fait une moyenne de ces deux regards-là, des regards de mes parents vis-à-vis de moi et de mon regard à moi vis-à-vis de mes parents. Et là, on obtient le cœur, le noyau, la base de l'estime de soi. Certains l'appellent aussi l'image de soi ou la confiance interne. Donc, c'est le noyau. C'est là que naît la stabilité, l'ancrage et la capacité d'affirmation de soi, de l'enfant et de l'adulte plus tard. Ce n'est pas une fin en soi parce que ça se nourrit toute la vie. Hein. On ne s'arrête pas soudain ou ça ne commence pas soudain. Juste après ça, on a ici un deuxième cercle qu'on va appeler ici la confiance en nos compétences. Ici, je vais évaluer cette note-là en pensant à comment j'ai été responsabilisée par mes parents. Est-ce que mes parents me donnaient des responsabilités, de tenir des papiers, de faire les courses, de réparer ou de bricoler dans la maison? Ou est-ce que jamais j'ai été sollicitée? Est-ce que ma mère, quand elle sortait, elle me disait s'il te plaît, surveille le gâteau, le pain dans le four, j'arrive, et puis j'ai pu le faire sans que ça brûle? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? En parallèle, on peut aussi prendre en considération les observations, les remarques qu'on a fait de moi, mes professeurs, mes enseignants. Qu'est-ce qu'ils disaient de moi? Aucun rapport avec les notes. Qu'est-ce qu'ils disaient de mon attitude? Est-ce que c'était à des difficultés, mais élèves motivés, à des difficultés, mais investis? Comment, en termes de compétences ici, j'ai pu valider enfant, moi, à travers les adultes qui m'étaient chers, donc mes enseignants de langue arabe, de Coran, de sport, à l'école, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, comment j'ai été perçue par tous ceux qui m'étaient chers, tous ceux auprès desquels je pouvais m'identifier. Et là, pareil, on évalue et on met une note de 0 à 10. 0, catastrophe. 10, c'était très bien. Dernier cercle ici, ce qu'on appelle la confiance sociale. La confiance sociale, c'est quoi? C'est ma capacité à interagir avec des inconnus à l'extérieur de moi-même. Il y a une différence entre être sociable et être social. On peut tous être sociables avec un BLE. C'est-à-dire, quand on reçoit des gens, quand il y a quelqu'un qui vient vers moi me demander de l'aide ou me demander une information ou un renseignement, je vais pouvoir de manière très courtoise répondre ou rendre ce service. Mais ce n'est pas moi qui me suis dirigée vers. Quand on vient vers moi, je parle et je réponds avec plaisir.
La personne sociale, c'est la personne qui, elle, va aller vers les gens. Un exemple concret. Imaginez, vous êtes dans votre voiture et le GPS s'éteint. Vous n'avez plus de batterie. Il n'y a pas de GPS dans votre voiture et Waze, votre téléphone, il s'est éteint. Vous vous rappelez simplement de l'adresse à laquelle vous devez vous rendre. Vous n'êtes plus très loin, vous le savez, et vous n'avez que le nom de la rue. Est-ce que vous faites tawaf autour de cet endroit ou est-ce que vous avez le courage de baisser la vitre et de dire, s'il vous plaît, la rue Intel, c'est par où? Vous pourriez m'indiquer? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que je peux demander à des inconnus? J'arrive à la caisse. Je dois récupérer mon fils ou ma fille. C'est urgent pour les emmener chez le dentiste ou là, chez le médecin. Ou les récupérer à l'école. Je suis à cette caisse et devant moi, il y a une dame. Son caddie, il est plein. Et moi, j'ai juste 2 articles. J'ai le courage de lui demander, s'il vous plaît, madame, j'ai juste 2 articles. Est-ce que je peux passer? Ou alors, je vais attendre qu'elle vide son caddie et laisser passer ce rendez-vous, c'est fini. Quand je rentre dans la boulangerie, est-ce que je dis bonjour ou est-ce que je vais demander discrètement quand mon tour va arriver bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais une baguette. Et la boulangère me dit pardon, une baguette, s'il vous plaît. Donc, comment j'interagis avec des étrangers à l'extérieur en présence d'étrangers. Et là, pareil, je vais à nouveau évaluer ma confiance sociale sur une échelle de 0 à 10. 0, catastrophe, 10, très bien. Je m'en sors très bien, je peux très bien faire ça, je le fais souvent d'ailleurs, aucun problème. Donc, quand on parle de confiance en soi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, plus personne ne dira j'ai pas confiance en moi. Là, l'idée, c'est de repérer à quel niveau je dois peut-être davantage travailler ou davantage faire des efforts. Et ça, on peut le travailler chez soi, et ça aussi. Et ça, par contre, ce niveau-là, on va le travailler surtout à l'extérieur. Bon, la confiance sociale, c'est aussi, par exemple, on reçoit des invités et on va avoir des enfants qui vont se cacher dans leur chambre. Et on va avoir des enfants qui vont venir, au contraire, et interagir avec les invités, parler et s'investir. Donc, elle se travaille aussi à ce niveau-là, la confiance sociale. Hein. On peut très bien la travailler déjà à la maison. Et l'évaluer. Donc, la confiance en soi, c'est la moyenne générale de ces 3 champs-là. Ces 3 champs-là qui naissent très jeunes dans nos familles déjà. Lorsque je suis en couple ou en famille, parfois, je peux avoir des défaillances à un de ces niveaux-là et, de manière totalement inconsciente, en vouloir peut-être à mon fils ou à ma fille ou à mon mari ou à ma femme qui pourraient avoir des difficultés dans un de ces domaines-là ou envier de manière très inconsciente la facilité ou la compétence. Ce qui nous insupporte très souvent chez les autres, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire nous-mêmes. Ou, alors, par exemple, je vais donner l'exemple d'un enfant peut-être très spontané, qui va dire ou parler, et du coup, ah, Shoma, mais c'est pas comme ça, ou peut-être que nous, on va manquer de spontanéité par moment, et que cet enfant, c'est justement quelque chose de naturel. Cet enfant, jeune adulte même, hein, qui peut avoir ce côté très naturel et spontané. Et on peut aussi être très dérangé par un enfant trop introverti, qui ne vient pas dire salam alaikum quand on a des invités, ou qui ne vient pas venir s'investir, parce que peut-être on aurait aimé être davantage comme ça, ou on aurait souhaité que quelqu'un le soit. En tout cas, l'idée, c'est que parfois, des projections de nous, des envies qu'on aurait aimé soi-même exaucer, et vivre, on peut peut-être les reprocher à d'autres parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à le faire. L'idée, pendant ce mois de Ramadan, c'est d'essayer au mieux, Inch'Allah Ta'ala, de nourrir auprès de tous ceux qui nous sont chers ces 3 niveaux. Donc la confiance interne, la nourrir chaque jour. Chaque jour, reconnaître et complimenter quelque chose qu'on apprécie chez notre fils, quelque chose qu'on apprécie chez notre fille, quelque chose qu'on apprécie chez notre mari ou chez notre femme. Chaque jour, on va venir, pendant ce mois de Ramadan, c'est un engagement qu'on fait ensemble là, nourrir un point dans l'estime de l'autre.
dans la confiance interne de l'autre, chez notre mari, chez notre fils, chez notre fille, chez notre épouse. On va s'engager, Inch'Allah, à le faire. Ensuite, dans la confiance en nos compétences, responsabiliser peut-être davantage les uns et les autres et les investir. Responsabiliser, ça ne veut pas dire viens, fais ça. Responsabiliser, ça veut dire viens, ma fille, je vais t'apprendre à faire. Et on fait ensemble. Viens, mon fils, je vais t'apprendre à faire. Bientôt, tu vas te marier toi aussi. Je vais t'apprendre comment on débouche un lavabo. Ah, ta mère, elle a encore bouché le lavabo. Je lui ai dit de pas. Et ça fait 10 fois. Donc, viens et je vais t'apprendre à déboucher le lavabo et on va le faire ensemble. Pareil dans la confiance sociale. Ensemble, interagir, participer à des réunions Zoom, participer à des conférences et puis se questionner peut-être les uns les autres, s'interroger et puis même peut-être critiquer. Ah bah tiens, elle a dit ça, j'ai pas trop aimé quand Firdaus elle a dit ça, ou il a dit ça, je suis pas trop d'accord. Ah bah tiens, intéressant, tu penses quoi? Quel est ton avis? Quelle est ton opinion? Et à en parler. Pareil, les inviter à nourrir cette confiance sociale en gardant du lien avec leurs amis, avec le téléphone. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a tous les supports, WhatsApp, Viber, Imo, l'Ajib, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir garder du lien avec nos familles, en vidéo. On peut créer même des Zooms, réunions famille. Moi, je l'ai fait déjà avec mes propres frères et sœurs et avec les enfants. Voilà, on discute, on parle pour les inviter à rester en lien. Parce qu'on ne peut pas après-demain leur reprocher « tu ne parles pas à ton oncle, tu n'as pas pris tes nouvelles de ta tante ». Mais quand est-ce qu'on les a habitués, déjà très jeunes, à être en lien avec? On ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'on ne lui a pas appris à faire. Faire quelque chose, la yu'ti. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'apprendre. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne fera pas. On est simplement invité à apprendre à le faire. Et là, on a 30 jours, masha'Allah, d'exercices pratiques tous les jours un petit peu. Chaque jour, un petit peu d'exercice pratique pour pouvoir, Inch'Allah, nous investir davantage, pour pouvoir, Inch'Allah, nourrir nos liens familiaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, on doit déjà chacun de nous se remettre en question, nous remettre en question, nous améliorer dans un excès qu'on pourrait avoir nous. Et ce mois de Ramadan, c'est le plus beau des cadeaux qu'Allah nous a offert. En plus, confiné. Ça veut dire double facilité, Inch'Allah, pour pouvoir le faire et l'installer en famille. Puisque l'objectif là, c'est de faire ces exercices pratiques avec ceux qui nous sont proches, avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers finalement, ceux avec lesquels on vit au quotidien. Semer chaque jour une graine, semer chaque jour de l'attention et de l'affection pour nourrir l'estime de nous-mêmes, leur estime d'eux-mêmes, pour nourrir leur confiance en leurs compétences et pour nourrir aussi leur confiance sociale de manière générale, Inch'Allah ta'ala. Alors, je ne sais pas au niveau du temps, le maître du temps. Oui, barakallahu fik. On est dans les temps, Wallah al-Adim, mais je passerai des heures à t'écouter sur Firdaus, vraiment. Je sais pas comment. Et tu viens de me donner une idée excellente à laquelle je n'ai pas pensé, c'est de faire un Zoom avec la famille. Donc, au moins, je retiens ça de toi. Ah oui. Barakallahu fik, en tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Donc, je propose, comme on n'est pas nombreux, au fait, et je vois, c'est quasiment au fait que la famille Tauba, alhamdoulilah. Voilà, pour les personnes qui souhaitent donc prendre la parole, on est entre nous. Donc, au fait, volontairement, pour ne pas être intrusif, on n'a pas ouvert les vidéos. Mais si chacun souhaite en tout cas le faire, il a la main pour le faire. Sinon, vous avez le chat aussi pour poser la question donc à notre sœur Firdaus. Là, pour le moment, je n'ai pas vu encore de questions arriver, mais peut-être que quelqu'un va lever la main pour poser la question sur un sujet qui ma foi, est très intéressant. Barakallahu fik, Firdaus. Voilà, s'il y a des questions, on va les accueillir au fur et à mesure. Ouais. Sinon, je vais continuer en fait. Continue, je pense que tu as la vue sur le chat, tu peux directement voir les questions. Le seul défaut, c'est que je ne regarde pas toujours le chat. Alors attends. D'accord, ok, je surveille, puis vas-y, continue, voilà. Puis je te transmets les questions, Inch'Allah. J'ai ouvert la fenêtre du chat, comme ça, s'il y en a au fur et à mesure, Inch'Allah, je les verrai. Donc, notre objectif, Inch'Allah, commun, pendant ce mois de Ramadan, c'est de chacun de nous, chaque jour, semer des graines dans cette nourriture de l'estime de nos enfants, dans cette nourriture de la confiance en leurs compétences,
en les responsabilisant, en leur faisant observer aussi leurs qualités, parce que très souvent, je m'aperçois que même les adultes, ce sont des exercices que je fais avec des adultes, ne savent pas s'identifier. Quand on leur dit, là si je vous dis par exemple de faire l'exercice tout de suite, je vous laisse 1 minute pour me citer 20 de vos qualités chacun. 20 qualités chacun. Allez-y, faites. 1 minute, je mets le chrono. Okay. Vous notez 20 qualités. Il reste 20 secondes. Top chrono. On a fini. Qui a pu noter plus de 10 qualités? Du coup, vous pouvez ouvrir les micros. Si vous ne voulez pas ouvrir la vidéo, vous pouvez ouvrir les micros pour parler. Ou chatter, hein? Qui a Ou qui a pu relever plus de 10 qualités là en moins d'1 minute? Pas moi en tout cas. Moins de 5 qualités. Très souvent, de manière générale, on a une grande difficulté à mettre en avant ou à parler de nos compétences. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes en fait qui veulent changer de métier ou qui veulent se préparer par exemple à leurs entretiens professionnels, et je m'aperçois qu'ils savent absolument pas, bien qu'ils soient surdiplômés, ça n'a absolument aucun rapport avec un diplôme. Il y en a qui vont pas être diplômés et qui pourront et sauront le mettre en avant, et il y en a qui en parallèle, subhanallah ta'ala, vont être très diplômés et ne savent pas présenter les compétences humaines, leurs compétences propres. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre culture, et qui plus est encore, on utilise le volet de la religion, un truc sympa qui s'appelle at-tawadu'. Donc at-tawadu', c'est très bien, l'humilité c'est très bien. Maintenant, Rasul sallam, si mes souvenirs sont bons, il a approprié à chacun des compagnons un adjectif qualificatif. Omar, il l'a appelé Al-Farouq parce qu'il a su à un moment dire et trancher des choses quand il fallait le faire. Abu Bakr As-Siddiq, Muhammad lui-même, on l'appelait Al-Amin. Donc, ils avaient chacun, subhanallah, cet adjectif qualificatif. Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre en avant et en exergue des compétences qui sont nôtres? Pourquoi aujourd'hui, nous, malheureusement, dans notre communauté, on baisse tous la tête comme ça et on avance doucement? Parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant, et surtout parce qu'on pense que le faire, c'est de l'orgueil, c'est on a peur de riya, on a peur de takabur, mais il y a une différence entre le montrer, se montrer et démontrer par des actes des compétences associées. Parce qu'il y en a qui vont juste en parler et on ne va rien voir dans les actes, ça c'est riya, ça c'est l'orgueil. Mais il y en a qui savent faire et qui font, et qui parlent de ce qu'ils font. Et ça, c'est très bien. C'est même un exemple, c'est même un modèle. Alors, pourquoi on appelle ça sunnah? On a dans les détails même de comment il se lavait. Pourquoi? Parce que ça doit être un modèle. C'est un protocole d'usage et d'utilisation. Si moi, maman, je ne dis pas à mes enfants mes compétences, déjà, au niveau de leur estime d'eux-mêmes, ils vont se rappeler d'une mère, je ne sais pas où le dire, je ne sais pas Binti, ou je ne sais pas faire, ou moi j'ai rien fait, ou ici le père, il ne met pas en évidence aussi ce qu'il a réussi à faire, ses difficultés. On doit parler des difficultés. Faire semblant d'avoir une vie en rose sans aucun problème, c'est tout sauf élever les enfants. Moi, j'aime bien utiliser le terme élever et non pas éduquer, parce que lorsqu'on élève, on l'élève. Il se tient debout.
Allah subhanahu wa ta'ala, avec lui, on a une relation verticale. Verticale, ça veut dire quoi? C'est se tenir debout. Donc, quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est actif, qui passe à l'action. La relation verticale, c'est une relation qui invite à l'action, qui invite au dynamisme, qui invite à se bouger. Sinon, on est à l'horizontale, et quand on est à l'horizontale, en général, c'est le kfen, hein? On est mort. Si on est debout et qu'on a une relation verticale, c'est qu'on est dynamique. Si on est dynamique, c'est qu'on fait des choses. Si on fait des choses, ça veut dire qu'on sait faire et qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, c'est important d'en parler à voix haute. À voix haute devant les enfants, dire « Oh, machallah, j'ai réussi aujourd'hui ce gâteau, subhanallah, ça fait longtemps que je le ratais à chaque fois, aujourd'hui je l'ai réussi, machallah, je suis fière de moi. » Et ça, c'est très important de le dire à voix haute devant les enfants. En neurosciences, il est démontré que de dire les choses à voix haute, ça permet d'ouvrir un capteur et de fermer un capteur. Qu'est-ce qu'on appelle capteur? Regardez même dans notre éducation religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand vous commencez un repas, vous dites Bismillah. Ensuite, vous mangez. Et à la fin, vous dites Alhamdulillah. Eh bien, dans cet enseignement, il y a un protocole, une hikma incroyable. On doit dire à voix haute Bismillah, on doit manger, et on doit dire Alhamdulillah. Ça veut dire qu'on doit dire qu'on commence une tâche, on fait la tâche et on termine la tâche. À chaque fois que vous commencez une tâche, que vous la faites et que vous ne dites pas que vous l'avez terminée, dans les neurones, les capteurs restent, ils cherchent en fait où se fermer. C'est comme si l'interrupteur restait tout le temps allumé. Et quand vous dites que vous l'avez fini, dans vos neurones, au niveau de vos cerveaux, ça se ferme. Et du coup, ça calme. C'est pas tout le temps en activité inutile. C'est une perte d'énergie inutile. Donc, dire que j'ai commencé, dire ce que j'ai fait et dire que j'ai terminé, c'est aussi montrer un exemple à nos enfants. Ah, bismillah, je vais commencer ça. Et on le fait, ça peut durer des jours, des semaines. Ah, vous vous rappelez l'autre jour, je vous avais dit que j'allais commencer ça? Alhamdulillah, j'ai terminé. Et de leur dire, voilà, j'apprends en fait à commencer une tâche. Je leur montre peut-être même, je leur parle même peut-être des difficultés de cette tâche que je suis en train de faire. Et je parle de la fin aussi, de la tâche quand je l'ai terminée. C'est très important pour qu'eux-mêmes voient qu'il y a des tâches qui sont courtes et qui sont finies rapidement. Et il y a des tâches qui peuvent prendre plus de temps, mais qu'on termine quand même, parce qu'on s'est engagé à commencer. Soit on s'est engagé soi-même à le faire et on a commencé et on le termine, soit on s'est engagé et on délègue des parties qu'on gère moins et on délègue des parties, peut-être qu'on va justement pour responsabiliser d'autres membres de cette même famille. L'idée, c'est toujours d'inviter les enfants à observer le cheminement qu'ont leurs parents, leur mère, leur père, qui sont, jusqu'à preuve du contraire, quand même, les personnes auxquelles ils vont s'identifier le plus. Puisque je vais m'identifier en fonctionnement de mon père, je vais m'identifier aussi en fonctionnement de ma mère. Donc, je vais faire deux choses. Soit m'y soumettre et faire un copier-coller de ce que j'ai vu, soit me rebeller et rejeter tout ce que j'ai vu. Alors, l'idée, c'est d'arriver à un juste milieu entre cette soumission et la rébellion. On ne rejette pas tout. Parce qu'il y a des choses, nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient, avec du mieux qu'ils pouvaient et avec ce qu'ils avaient. Donc, ils ont fait de belles choses, de très belles choses, machallah. Et il y a des choses qu'on peut mieux faire. Comme nous, on a fait du mieux qu'on pouvait et on a investi. Et il y a des choses que nos enfants, en tout cas, on souhaite qu'ils fassent mieux. Ça, on en discute. Et cette capacité, justement, de pouvoir dire à notre enfant, là, tu vois, je me suis trompée, je te demande pardon. Je te demande pardon par rapport à ce que je viens de te dire, peut-être. Je l'ai dit de manière sous la colère, mais sache que sur la forme, elle n'était pas sympa, mais le fond, je pense totalement qu'il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à revoir, Benti. Et de temps en temps, de pouvoir se remettre en question et d'aller aussi s'excuser. C'est aussi de montrer à l'enfant comment il fait. Si un jour il se met en colère avec son frère, ou il se bat avec sa sœur, ou il se met en colère avec après son père ou sa mère, ce qui peut arriver, on est tous des êtres humains. Avant d'être musulmans, on est humains d'abord. C'est de montrer l'exemple.
Je t'ai montré que moi aussi, une fois, je me rappelle, Oumi, elle avait fait ça, ou Abi, il avait fait ça, et voilà comment il avait réparé. Donc, ça fait partie de l'éducation. C'est comme ça qu'on élève des enfants. D'injecter par le modèle, par l'action, en montrant. Je ne peux pas dire à mon enfant de lire si moi, je n'ai jamais ouvert un livre. C'est parce qu'ils vont me voir lire que peut-être un jour, ça va les mettre en appétit, peut-être qu'un jour, ils vont avoir envie. Alors, alhamdoulilah, il y en a qui le font naturellement, et il y en a d'autres, en fait, qui vont être mis en appétit au fur et à mesure de leur vie en fonction de ce qu'ils ont vu. Tôt ou tard, les graines que vous aurez semées, elles vont germer. Il y a un point très, très important qui est nécessaire à entendre quand on est parent, c'est que parfois, on sème des graines et on aimerait les récolter tout de suite, récolter la semence tout de suite. Et ça, c'est impossible. L'agriculture, les saisons nous le démontrent. Quand on sème une graine, c'est avec de la patience, c'est en arrosant, c'est en mettant des bons engrais, c'est en protégeant qu'on va pouvoir récolter. Mais la récolte, on ne sait pas quand est-ce que ça se fait. On arrive quasiment à la fin. Sœur Firdaus, Oui. c'est une ou deux questions qu'on peut prendre rapidement, Inch'Allah. Bismillah. Si quelqu'un veut bien prendre la parole. Je n'ai pas vu de questions sur le chat pour le moment. Il y a une question sur le chat. La question, c'est concernant les compétences. Oui, si les autres qui le disent pour soi-même, ça peut faire prétentieux. Après, il s'agit de se vendre pour accéder à un poste. Oui, on peut évoquer ses compétences. D'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut prendre ça comme étant de l'orgueil ou avoir un caractère un peu prétentieux quand on met en avant des compétences. Mais en même temps, si je ne me suis pas moi-même entraînée depuis très jeune auprès de ma famille, et si mes parents, ils m'ont pas très jeune aussi dit « Ah Benti, masha'Allah, tu es comme ça, Benti, masha'Allah, je vois que tu arrives à parler, tu sais bien t'exprimer, tu sais bien faire… » Si je ne mets pas en exergue, moi, chez mon enfant déjà, tout ce que je vois de beau chez lui et en lui, il ne va pas prendre cette habitude-là. Et le risque aussi, c'est que on attende de l'autre qu'il nous dise ce qu'on est. Parce que ça veut dire qu'on attend de l'autre. Quand on adopte en fait cette attitude-là, très souvent on se dit bah, moi je veux pas dire que je suis comme ça, je veux pas dire que je suis patiente, je veux pas dire que je suis quelqu'un qui cuisine bien, je veux pas dire que je suis quelqu'un qui est très organisé, je veux pas parler de ça. Mais par contre, si mon fils ou ma fille ou mon mari me le dit pas, c'est la guerre. Ils doivent me dire que je fais bien, que je dis bien, que c'est limite, hein, c'est limite en termes alors, quand on parle d'humilité, je préfère moi mettre en avant une qualité pour montrer aussi et donner envie même aux enfants de pouvoir aussi s'affirmer. C'est une capacité à s'affirmer au bon moment, au bon endroit. On ne fait pas ça à tue-tête n'importe comment et n'importe où, mais c'est important. Et vraiment, hein, c'est vital. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des adultes qui sont incapables de dire ou de demander une augmentation, qui sont incapables d'obtenir un poste à la hauteur de leurs compétences. Incapables, alors qu'ils ont fait des écoles d'ingénieurs. C'est indescriptible. Je ne pourrais même pas rentrer dans les détails tellement je suis scotchée. Et là, je tire la sonnette d'alarme parce que cette fausse humilité de toujours taire nos compétences et de toujours voilà, non, moi j'ai rien fait. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit. Man la yashkurillah, man la yashkuril abd la yashkurillah. Donc on doit remercier l'autre de ce qu'il fait, mais on doit se remercier aussi soi-même. Si tu ne te remercies pas toi-même et que tu attends tout le temps que ce soit l'autre qui te remercie, à un moment donné, cette nourriture de toi va s'éteindre, et tu vas t'éteindre à petit feu. On peut peut-être s'arrêter sur cette belle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu peux conclure, Firdaus, barakallahu fik, Allah yajazik bi khair. Donc, un seul challenge durant ce mois de Ramadan, ce que je propose, c'est de nourrir l'estime, la confiance en les compétences
et la confiance sociale de tous ceux qui nous sont chers et de tous ceux qui nous sont proches. Nourrir leur estime d'eux-mêmes, c'est mettre en exergue et dire à voix haute et dire par des gestes aussi ce que vous voyez de beau et de bon chez eux. Plus vous allez arroser ça, plus ça va grandir. Et de nourrir cette confiance en leurs compétences, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir, Inch'Allah, des adultes qui savent s'affirmer, qui savent se défendre et qui savent aussi tirer vers le haut et avancer. Non pas seulement être des suiveurs, mais être des leaders, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait dire, qui sait parler, qui sait proposer, qui est dynamique dans cette relation verticale qui se tient debout. Si je ne me tiens pas debout, comme dans cette relation verticale, si je ne suis pas investie dans moi, dans ma relation avec les autres, dans ma relation à l'autre, donc ma relation à l'autre, déjà c'est votre époux, c'est votre épouse, c'est votre enfant. Si vous n'êtes pas investi debout dans cette relation, la famille, le noyau familial risque de se fêler. Et walayadu billah, je vous souhaite Inch'Allah un Ramadan utile pour vous, utile pour ceux qui vous sont chers, et en nourrissant Inch'Allah votre estime de vous-même et l'estime de tous ceux qui vous sont chers autour de vous. بارك الله فيك. الله يجزيك اختي الكريمه، الله يحفظ لك الاولاد ان شاء الله والزوج ديالك ان شاء الله، الله يجعل لك هذا التدخل في ميزان الحسنات ان شاء الله. Très rapidement inchallah, je rappelle donc qu'on va retrouver inchallah la sœur Firdaus la semaine prochaine inchallah.